tous et bienvenue. Commençons ce journal avec les prévisions météo d'Evelyne Delia qui nous annonce des nuages près de la Manche. Ils seront plus nombreux dans le sud, surtout des Pyrénées aux Alpes, avec des orages et parfois de fortes pluies. Il y aura davantage de soleil de la Côte d'Azur à la Corse et de la Vendée aux frontières du Nord. On attend jusqu'à 24 degrés cet après-midi à Toulouse et Bordeaux, comme à Strasbourg et La Rochelle. 23 à Nancy, 17 à Brest. La minimale, ce sera 14 à Cherbourg. Des températures donc jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Il fait aussi chaud aujourd'hui dans le nord que dans le sud. Pour manger et pour s'habiller, forcément, cela pousse à changer ses habitudes un peu plus tôt que prévu. À Nantes, ce matin, Manon Monnier et Guillaume Coléoni. C'est une météo qui donne le sourire. À Nantes, il fait 20 degrés ce midi. On profite, l'extérieur quand même, c'est plus sympa que d'être dans un appartement fermé. On voit des gens, c'est pas normal effectivement, on pense au réchauffement climatique et tout ça. Dans la journée, il fera 5 degrés au-dessus des normales de saison. De toute manière, dès qu'il y a du soleil, ça marche. Au marché, on veut déjà des légumes d'été dans notre assiette. Puis on commence déjà à faire des salades, etc. Chose où l'année dernière, peut-être on avait attendu un petit peu plus longtemps pour en faire. Ouais, on essaie de consommer plus frais. Sur l'étal de ce primeur, même si les légumes d'hiver sont peu chers, ils n'intéressent plus. On a divisé au moins par 2 la consommation de poireaux, quoi. Mais tout ça, ça va être vite balayé, quoi. Ouais. Il n'y a pas que les légumes d'été qui nous font envie, nos vêtements plus légers aussi. Bah oui. On est déjà en robe en avril. Bah oui, mais j'ai pas froid. Hein. Vous avez froid, vous? Avec ce temps, tout le monde est dehors. Ces chefs d'entreprise ont même délocalisé leur bureau. On allie l'utile à l'agréable, réunion de travail, au soleil, quoi demander de mieux finalement. Ce couple adapte la durée de ses vacances à la météo. On visite la région et là on est venu en vacances, puis on profite du soleil, on est resté 2-3 jours de plus sur Nantes. On attend à Nantes jusqu'à 22 degrés cet après-midi. Premier titre de l'actualité, à nouveau un incendie dans un immeuble d'habitation. 2 personnes sont mortes et 7 ont été blessées. À 7, dans l'Hérault, des victimes se sont retrouvées piégées par les flammes dans le centre historique de la ville. Sur place, Tiffany N et Pierre Jagline. Les flammes sortent par la fenêtre de cet appartement. L'incendie s'est déclaré très tôt ce matin au rez-de-chaussée de cet immeuble du centre-ville de Sète. Paul, un voisin, a tenté de venir en aide aux victimes. J'ai pris un seau et je suis descendu et là il y avait les 2 victimes qui étaient collées à la grille de leur appartement avec les portes, les fenêtres grandes ouvertes et là, le feu qui partait mais très violemment. De toute façon on pouvait même pas voir à l'intérieur, c'était complètement en feu, quoi. Le feu était extrêmement violent. Comme Paul, plusieurs personnes ont tenté d'intervenir, y compris des salariés d'une entreprise de nettoyage de rue, en vain. Et à un moment donné, il y a le camion qui nettoie les rues là, qui est arrivé, avec le gros jet. Là. Le fait d'avoir arrosé à l'intérieur de l'appartement a fait un appel d'air et là, ça s'est tout embrasé. Dans cet incendie, 2 personnes sont mortes après être restées bloquées dans leur appartement. Selon nos informations, il s'agirait de 2 jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années. La particularité de ce drame, c'est qu'il y avait des grilles au rez-de-chaussée et que ces grilles ont malheureusement fait obstacle au sauvetage des personnes qui sont décédées. Ça, c'est des grilles qui sont au rez-de-chaussée comme il y avait à l'époque quand les bâtiments ont été créés pour le risque d'effraction. Et malheureusement, ces grilles n'ont pas pu être enlevées pour pouvoir sauver les personnes. 7 autres personnes ont été blessées, incommodées par les fumées inhalées ou légèrement touchées par les flammes. Laurence possède une conciergerie. L'une de ses locataires dormait au 3e étage de l'immeuble cette nuit. J'ai eu la locataire qui a eu très peur, qui a été réveillée avant même que les pompiers arrivent par l'odeur du feu. Elle a senti une forte odeur de feu, ça l'a réveillée. Et ensuite, les pompiers l'ont évacuée avec un masque pour pouvoir descendre dans la cage d'escalier. Moi, je suis arrivée quelques minutes après. Et la rue était envahie de fumée noire et il y avait toute l'équipe de secours qui était là. Ce matin, c'est toute une rue qui est sous le choc dans le centre-ville de Sète. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie.
On l'a appris ce matin dans l'affaire de la disparition de Manon Rolando, cette agricultrice de 31 ans, introuvable depuis un mois près de Nantes. Son conjoint a été interpellé en Algérie avec leur enfant de 15 mois. La fillette est saine et sauve. Les enquêteurs pensent que l'homme pourrait avoir tué sa compagne avant de s'enfuir. À propos des cambriolages, un toutes les 2-3 minutes en France, selon les derniers chiffres officiels, eh bien voici la nouvelle cible des voleurs, les sous-sols, autrement dit les caves, les parkings. Pourquoi ces endroits sont-ils visés? Pourquoi sont-ils plus vulnérables? À Toulouse, où une résidence a été visée 5 fois en 2 mois, Enza Benocci et Bérénice Deltato. Dans ce box, les trottinettes électriques de cette mère de famille ont toujours été protégées par ces cadenas. Alors voilà, c'était là. On avait nos 2 trottinettes vigoureusement attachées par mon mari. Ils me les ont pris. En pleine nuit, les cambrioleurs sont entrés dans leur box au sous-sol de leur résidence. Ils se servent alors des outils des propriétaires pour les dérober. Tous les matins, quand je descends au travail, je me dis est-ce que le garage va être ouvert ou pas, quoi. C'est compliqué. On a un petit garçon aussi qui a vraiment peur maintenant. Dans ce même parking, 5 cambriolages en seulement 3 mois. Sur cette place, c'est le vélo de Sylvain accroché à cet arceau qui a été volé. Ils ont réussi à passer sous la voiture, donc du coup ils se sont donné beaucoup de mal, avec des outils pour démonter l'arceau. Une fois que l'arceau était démonté, ils ont pris le vélo, ils l'ont sûrement mis dans un véhicule, parce qu'il était encore avec 2 antivols, et ils sont partis. Préjudice, 3 000 €. Le dernier cambriolage remonte à ce week-end. Sur ces vidéos de surveillance, les voleurs entrent sans difficulté par le portail d'entrée et visitent ce box. Face à cette agilité déconcertante, cet habitant souhaite prendre des mesures. On demande donc des caméras infrarouges, un remplacement de ces anciennes. Et ensuite, chez moi, dans mon garage personnel, je vais mettre un antivol avec une sirène qui puisse réveiller tout le monde et que tout le monde puisse descendre à ce moment-là. Malgré la présence de caméras extérieures, les habitants du quartier s'inquiètent. J'avais notamment des affaires de ski de ma fille qui étaient dans le box. Je les ai sorties, je les ai montées sur mon balcon. Car cette résidence n'est pas la seule à avoir été visitée. À quelques mètres, dans ce parking, au moins 4 voitures ont été la cible de cambrioleurs. Alors la mienne a été vandalisée en 2024, il n'y a pas si longtemps que ça, avec la voiture juste derrière moi ici, qui elle aussi a été vandalisée. Marine dépense pourtant 1 100 € de stationnement par an. Mais on se dit pourquoi payer aussi cher pour un lieu où on n'est pas en sécurité. En ville, les cambriolages en sous-sol sont de plus en plus fréquents, car les parkings ont tout pour plaire aux voleurs. Sont moins surveillés évidemment qu'à l'extérieur, ils sont beaucoup plus libres de leurs gestes, ils visent des résidences bien souvent un petit peu préservées, où on sait qu'on va pouvoir trouver ou des vélos, ou des trottinettes ou des outils. En France, un cambriolage a lieu toutes les 2 minutes. Dans l'actualité également, ce bilan effarant. On meurt davantage en France d'une infection nosocomiale que d'un accident de la route. La Cour des comptes vient de sortir un rapport accablant sur les erreurs liées aux soins. Selon elle, les cliniques et les hôpitaux ne les font pas assez remonter. 7200 cas déclarés en 2024, alors qu'il y en aurait 20 à 50 fois plus. Quentin Fichet, Caroline Philippe et Anne Lerbance. Aujourd'hui, simplement enfiler ses chaussettes est devenu compliqué. À 33 ans, Camille se déplace avec une canne depuis son opération. C'était en juin dernier, elle souffrait alors du syndrome de la queue de cheval, une compression très forte des nerfs en bas du dos. J'aurais dû être prise en charge tout de suite. On dit que dans le syndrome de la queue de cheval, il faut être opéré dans les 48 heures qui suivent les premiers symptômes. Et il leur a fallu 4 jours. Rien que de conduire me fait mal, rien que de porter ma fille me fait mal, donc je ne peux plus vivre comme avant. La Cour des comptes publie un rapport dans lequel elle analyse ces erreurs médicales. Soins inadaptés ou tardifs, comme pour Camille, mauvaise prescription de médicaments à risque, infection nosocomiale contractée à l'hôpital. Ces événements indésirables graves ont lieu avant, pendant ou après l'opération. Il y en aurait entre 160 000 et 375 000 par an. Mais seulement 7 200 ont par exemple été signalés en 2024. Cela représente au mieux 4,5% d'erreurs déclarées. Oui, comme ça, si on regarde juste les statistiques, d'abord, il faut quand même se dire que l'erreur est humaine, que se tromper, même chez des professionnels très bien formés, très consciencieux, c'est normal. On ne va pas chercher un coupable, on va chercher à comprendre ce qui s'est passé pour mettre en place des solutions pour que ça ne se reproduise pas.
Dans une clinique privée ou un hôpital, l'équipe médicale signe par exemple ce document obligatoire avant toute opération. Elle s'assure notamment que l'identité du patient est correcte, note aussi s'il présente un risque allergique. Bref, en théorie, tout est consigné, indiqué, y compris en cas de problème, et les complications graves demeurent marginales. Par exemple, l'hôpital public prend en charge plus de 80% des passages aux urgences. C'est 21 millions de passages aux urgences chaque année. Mais heureusement, la part des événements indésirables graves reste minime, même si je le rappelle, quand ça arrive, c'est dramatique pour la personne à qui ça arrive et à son entourage. Le rapport de la Cour des comptes préconise la création dès cette année d'une gouvernance nationale, un gendarme des hôpitaux et cliniques privés, avec la possibilité d'infliger des sanctions financières. Ce temps fort de la matinée, cet hommage national rendu au sergent Anicet Girardin dans son régiment de Suippes, dans la Marne. Il avait 31 ans, décédé des suites de ses blessures dans une embuscade au sud Liban il y a 10 jours. Anicet Girardin est le 3e militaire français tué dans ce conflit au Moyen-Orient. Et justement, dans cette guerre qui dure maintenant depuis 3 mois, écoutez ce témoignage exclusif. Un pilote français de Rafale qui vient tout juste de rentrer. Il a passé ces dernières semaines à aider les alliés de la France à intercepter des drones iraniens. Il nous raconte sa mission avec à l'appui des images rares. Jeanne Cancard, David Pires et Florian Le Goïc l'ont rencontré à Orange. C'est une parole rare, surtout en retour de mission. Le lieutenant Enzo, pilote de Rafale, rentre juste du Moyen-Orient. C'est le retour à la réalité. À 26 ans, c'était sa première mission. On s'entraîne pendant des années, mais c'est sûr que c'est jamais pareil de le vivre pour la première fois. Il y a toujours cette petite appréhension, cette peur de l'inconnu, mais qui est très vite gommée par la concentration. Le lieutenant Enzo fait partie des pilotes français déployés au Moyen-Orient dès le début de la guerre. Il était positionné pendant plusieurs semaines sur 7 bases françaises tenues secrètes. Sa mission, défendre les pays partenaires de la France, notamment les Émirats arabes unis et le Qatar. La concentration et l'appréhension avant chaque vol. On a volé de manière quasi quotidienne pendant plusieurs heures. Voici des images inédites. Au cœur du cockpit d'un pilote français dans le ciel du Moyen-Orient. Il abat des drones ennemis avec des missiles. Localisation confidentielle. Le lieutenant Enzo a lui aussi dû neutraliser plusieurs drones explosifs. Manœuvre périlleuse. Est-ce que je peux vous montrer cette vidéo pour que vous me décriviez ici ce que vous voyez? C'est surtout beaucoup de concentration, parce qu'on dit il y a beaucoup de choses à piloter. L'avion, le radar, la caméra en même temps, lever toutes les sécurités pour pouvoir tirer, déclencher l'action de feu, et c'est à ce moment-là effectivement qu'on va dégager franchement pour éviter les débris du drone. On va prendre beaucoup de facteurs de charge, plus le rythme cardiaque qui s'est un peu accéléré. C'est loin le plus intense. Il faut vite se remettre dans la mission, parce que c'est pas parce qu'on a détruit un drone qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Donc potentiellement il y a une vague de drones qui arrive, donc la mission n'est pas finie. C'est une fois au sol que le pilote nous dit prendre conscience de l'enjeu de son engagement. Il y a quand même la fierté du travail accompli, puisqu'on sait qu'on a potentiellement sauvé des dizaines de vies en détruisant un drone qui aurait pu s'abattre sur un bâtiment. Avant le cessez-le-feu, des dizaines de drones et missiles balistiques ont été abattus par des pilotes français. Chaque tir suivi en direct à des milliers de kilomètres dans ce centre de commandement sur la base aérienne de Lyon. On est vraiment dans le cœur névralgique qui permet à l'armée de l'air et de l'espace de contrôler, de commander, c'est-à-dire donner des ordres aux avions qui sont déployés sur le théâtre. À distance, pouvoir de décision immense, donner l'ordre de détruire une cible ou non. Il y a des cas où on est obligé bien évidemment de retenir cette décision, typiquement de dire non. Au plus fort du conflit, 80% des effectifs de l'armée de l'air étaient déployés au Moyen-Orient et sur d'autres théâtres, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et sur la guerre au Moyen-Orient, cette visite calmera-t-elle les tensions entre le Royaume-Uni et les États-Unis? Image ici du roi Charles III et la reine Camilla avec Melania et Donald Trump. Cérémonial très anglais, vous le voyez, les deux couples ont pris le thé ensemble à la Maison-Blanche. On ne sait pas encore de quoi ils ont parlé. Ce voyage doit durer 4 jours. En Indonésie, ce terrible bilan, 2 trains sont entrés en collision tout près de la capitale Jakarta. Selon un bilan qui reste toujours provisoire à l'heure qu'il est, il y a 15 morts et plus de 80 blessés. Certains ont dû être désincarcérés. Les opérations pour tenter de retrouver des survivants ont duré toute la nuit. Corentin Madère et Soline Caffin.
coincés dans cet amas de tôle. Et un chaos silencieux dans cette gare indonésienne. Hier soir, près de Jakarta, un train de banlieue heurte ce taxi. Immobilisé sur la voie, il est lui-même percuté à grande vitesse par un second train. À l'intérieur, la panique. Ce matin, les 2 wagons sont complètement imbriqués sur plusieurs mètres. Le train était à l'arrêt, puis j'ai vu cette lumière, comme si quelqu'un braquait une lampe de poche sur moi. Les gens hurlaient, puis il y a eu le choc. Ma femme a été projetée hors du wagon. Le bilan est lourd, au moins 14 morts et plus de 80 personnes blessées. Seulement des passagers du train de banlieue évacués en urgence. Cette survivante a été admise à l'hôpital avec un bras cassé et une profonde coupure à la cuisse. J'ai cru que j'allais mourir, surtout si l'évacuation avait pris du temps. Je pensais qu'on allait forcément manquer d'air. J'ai pensé aux personnes qui se trouvaient sous moi, celles qui ont été touchées de plein fouet. Peut-être ne sont-elles plus de ce monde. En janvier 2024, en Indonésie, un autre accident ferroviaire avait déjà fait 4 morts. Et veuillez nous excuser pour le démarrage de ce reportage un peu chaotique. Nous revenons en France avec cette question. Pourquoi voit-on de plus en plus dessins d'abeilles en ville, alors sur des bâtiments, des feux tricolores et même sur des vélos? À Nancy, on vient d'en enlever un sur la célèbre place Stanislas. Samuel Cardon et Vincent Rucli. Un essaim d'abeilles sur une selle de vélo, en plein Paris, juste à côté du Louvre. Ou ici, place Stanislas, au cœur de Nancy. Des situations qui ont de quoi étonner. Un truc de fou en pleine ville, quoi. Voilà, j'aurais pas dit du tout que ça puisse arriver là, place Stan, quoi. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, surtout ici, en ville. Ils se sont bien installés apparemment. Et il l'a attrapé et tout, avec la reine et tout le monde. Il est en sécurité. Ouais, c'est parfait, c'est magnifique. C'est cet apiculteur qui a été appelé par les pompiers, venus sécuriser la zone pour capturer ces plus de 30 000 abeilles. Pour attraper un essaim, les outils qu'on utilise, un masque, quand même une protection pour le visage, on ne sait jamais, un enfumoir pour envoyer la fumée, et puis la fumée calme les abeilles, et puis surtout, le principal, l'essaim, pour mettre les abeilles dedans, soit à la main, avec un gant bien sûr, ou avec une balayette. En fait, le but, c'est d'en avoir un maximum pour avoir la reine. Au printemps, certaines ruches trop pleines se divisent pour former de nouvelles colonies. Et avec le réchauffement climatique, ces mouvements ont lieu de plus en plus tôt. Avant, oui, c'était début mai, on voyait les premiers essaims, en Lorraine en tout cas. Et maintenant, c'est vraiment début avril. Mais pourquoi voit-on de plus en plus d'essaims en ville? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de ruches urbaines. Alors, qui appeler si cela vous arrive? J'ai fait venir les pompiers. Et ils ont pris le nid. C'est souvent le premier réflexe, mais il peut encombrer les secours déjà très occupés. Un essaim touché par une débroussailleuse, par exemple, effectivement, là, on est dans une situation d'urgence. Donc, évidemment, on peut appeler les sapeurs-pompiers dans ce cas-là. Pour tous les autres cas, l'intervention des sapeurs-pompiers n'est souvent pas nécessaire du tout. Appelez plutôt votre mairie ou recherchez sur Internet l'apiculteur le plus proche de chez vous. Ces interventions sont totalement gratuites. En Corse, ce sont les vaches qui posent problème, un fléau souvent sous-estimé. Elles seraient des centaines à divaguer sur les routes, sur les plages et parfois même jusque dans les restaurants. Il y a des accidents, des attaques de personnes et cela coûte cher aux communes pour se protéger, comme nous l'expliquent Emmanuel Rouillon, Philippe Pelletier et Angèle Ricciardi. C'est normal ça, la vache dans le restaurant? Les vaches entrent dans les restaurants ou s'invitent sur nos serviettes à la plage. Des images qui peuvent faire sourire, mais qui n'amusent pas du tout Marilyn. Elle s'est faite encorner il y a quelques années et en garde encore des séquelles. J'ai vu au loin un troupeau de taureaux et de vaches. Puis d'un coup, le troupeau s'est mis au galop et m'a foncé dessus. Mes jambes ont été broyées. Donc voici le résultat d'une balade à 20 mètres de chez vous en Corse, à Bastia, en pleine ville. Encore aujourd'hui, les vaches en divagation sont partout et gâchent la vie des habitants, comme Charles. La salade, vous la mangez, elle mange la glycine. Elle casse tout, elle mange tout, les fleurs, les arbres, les jardins. Elle rentre dans le village, elle vont partout après. C'est porte ouverte. Depuis qu'il y a ça.
tranquille. Ça, c'est un passage canadien. Le maire de ce village en a installé 4. C'est assez silencieux. Quand le bovin ou l'animal arrive, on voit bien qu'il y a un vide entre et il ne franchit pas parce qu'il ne mettra pas les sabots sur les rouleaux. Du moment qu'il y a du vide, tout animal ne passera pas. Il a déboursé près de 60 000 € avec 20% à sa charge. Un énorme budget pour cette commune de 120 habitants. On est très peu dans les villages comme chez nous, dans le rural, il faut développer le rural, qu'on puisse avoir ce bien vivre ensemble. Là, on a un deuxième passage canadien. Un système qui, pour l'instant, fait ses preuves. Alors, le maire de la commune voisine est lui aussi tenté de s'équiper. Quand il pleut beaucoup, comme ces jours. Il y a une évacuation qui est ici, avec un regard pour déboucher éventuellement, et ça descend. On réfléchit à comment faire, effectivement, pour sécuriser le village. Ça peut causer des troubles à la circulation. Or, quand on commence à installer un passage canadien, il faut installer des barrières pour empêcher que les vaches descendent de la montagne ou quoi. Et après, le village se retrouve, lui, complètement enfermé, cerné, pour que des animaux ne puissent pas y accéder. C'est quand même moyen. Les maires ont l'obligation légale de gérer cette divagation. Les animaux sauvages seraient responsables d'une centaine d'accidents chaque jour en France. Pour éviter les coupures de courant, et il y en a eu encore beaucoup l'hiver dernier, c'est un défi, enfouir le plus de lignes électriques. Aujourd'hui, à peine un peu plus de la moitié du réseau est souterrain. Des travaux hors normes viennent de se terminer du côté de Courchevel. 200 pylônes ont disparu du paysage. Voyez les enjeux d'un tel chantier avec Christine Chapelle, Florian Chevalet et Eric Nappi. C'est une manœuvre très spectaculaire. Les derniers pylônes des lignes électriques sont retirés par hélicoptère au-dessus des Alpes. Tu vois, regarde, celui-ci, il n'a pas mis longtemps. Hein. Il s'est mis en stationnaire, 2 minutes après, il a embarqué le poteau. Depuis des jours, les techniciens d'Enedis ont préparé cette opération. Les branches des pylônes ont été retirées, la base sciée. Ce sont au total 200 poteaux qui ont dû être évacués de ces zones très pentues. Un exercice que certains qualifieraient d'hors norme. Alors c'est hors norme peut-être pour les gens de la région ou pour les gens qui sont habitués aux petits hélicos. Pour nous, c'est tout à fait normal. Dans cette nature sauvage, il est difficile pour les techniciens d'Enedis d'accéder aux structures en cas de panne ou de tempête. L'enfouissement des lignes électriques va faciliter leur travail. Déjà, il n'y a plus de câbles aériens. En cas de tempête, ils n'ont pas besoin d'élaguer. Et puis écologiquement, c'est quand même plus joli d'avoir une nature sans trop d'obstacles. Un chantier qui aura monopolisé cette région des Trois-Vallées. Alors le câble moyenne tension qui a été enterré, il est là sous nos pieds. Il circule comme ça, il tourne à gauche et il descend droit dans la pente. Il aura fallu 13 années de travail pour creuser la montagne et enfouir les câbles, afin de répondre aux besoins en électricité d'une zone très touristique. On a construit 100 km de câbles moyenne tension pour sécuriser les réseaux sur Méribel, Courchevel et Beauzelle. Aujourd'hui, 52% du réseau électrique français est souterrain. En l'espace de 20 ans, près de 160 000 km de lignes aériennes ont été supprimés. Des chantiers qui coûtent très cher, mais qui sécurisent le réseau face aux intempéries. Et cela fait aussi le bonheur des amoureux de la nature, qui retrouvent la beauté des paysages sans ces structures métalliques imposantes. Là, il aura fallu une nuit et pas plus pour déménager un casino mythique, celui de Cabourg. Opération rarissime ces dernières heures, alors que ces salles de jeu sont très fréquentées. Plus de 30 millions de visiteurs par an, pas forcément tous joueurs. Il a notamment fallu bouger les fameuses machines à sous escorte policière et avec quelques imprévus, vous allez le voir, Guillaume Torel et Antoine Santos. Extinction des feux. Le compte à rebours est lancé. Allez, go! Dès maintenant, le casino a 16 heures pour déménager l'ensemble des machines et être opérationnel dans son nouvel écrin. Nous, notre challenge, c'est aussi, on sait qu'on est capable de le faire. Mais bien sûr que c'est très stressant. Vous dire que je fais des très bonnes nuits en ce moment, c'est pas vrai. Les machines sont vides, l'argent a été mis en sécurité, opération que nous n'avons pas eu le droit de filmer. Une soixantaine de salariés et de déménageurs professionnels sont sur place et tout ne se passe pas comme prévu. Non, c'est là, j'ai regardé le passeport, c'est sûr.
J'ai mis ma main, celui-là c'est mort. Ils comprennent que la soirée va être longue. Parce qu'elles passent pas en hauteur dans le camion. Du coup, on va devoir les coucher pour les rentrer, quoi. Mais ça fera plus de voyage. C'est tout. C'est ça. Parce qu'on va devoir les mettre couchés dans le camion. Du coup, on n'en mettra que 4 au lieu de 10 ou 15. La mairie, propriétaire des murs, a investi près de 10 millions d'euros dans le nouveau casino, situé à moins de 2 km. En face d'un investissement évidemment d'une dizaine de millions, eh bien, on va avoir des gains beaucoup, j'allais dire, bien supérieurs, puisque nous allons passer d'une redevance qui était de 150 000 euros ici à 620 000 euros sur le nouveau casino, et un produit des jeux qui passe de 10% de redevance à 15%. Vous avez compris qu'il y avait un enjeu stratégique pour le budget municipal également. Peu à peu, la salle se vide. Ce lieu classé aux monuments historiques redeviendra une salle de spectacle comme il l'était dans le temps. Dans la nuit, les rotations des camions s'enchaînent. Le nouveau casino compte 100 machines, c'est 25 de plus que l'ancien. Sur place, la police des jeux est armée et s'assure que tout est aux normes. Il faut que tu visses. On vient juste de vérifier que le cylindre était à plat, de manière à pouvoir garantir que la bille puisse tourner sans aller plus à droite ou plus à gauche. Donc voilà, c'est juste pour garantir la régularité et la sincérité des jeux. Voilà. Il était impensable pour le gérant de fermer son établissement une journée entière. Il y a des enjeux financiers aussi, et en dehors du fait qu'un casino ne ferme pas, voilà, il y a un intérêt aussi à essayer de remplir ce challenge en si peu de temps. Là après, je suis toujours encore un peu dans l'attente parce que on a beau prendre de l'avance, on pourrait avoir des mauvaises surprises qui nous fassent prendre du retard. Quelques heures plus tard, certaines machines ne redémarrent pas. D'une machine à l'autre, effectivement, on a des surprises. Hein. Ouais, bah ça commence à être long là. Commence à être long. Vous pensez que vous allez être prêt dans une demi-heure? Ah, ça c'est la grande question. Le temps commence à manquer. On voit quand même que 90-95% du parc est prêt, quoi. Les premiers clients arrivent, déçus de ne pas pouvoir découvrir le nouveau casino. La réouverture était prévue à quelle heure? Oui, on est en vacances ici. Donc il est 10h02. Ça va. C'est pas encore ouvert? Non. Ils nous ont dit tout à l'heure qu'ils avaient peut-être une petite demi-heure de retard. Le pari était presque gagné, mais un problème de réseau empêche les machines de se connecter. L'ouverture du nouveau casino est espérée pour 14 heures. Autrement dit, dans les minutes qui viennent. À propos de nos achats, nous souhaitons vous parler aujourd'hui de cette nouvelle règle à laquelle il va falloir s'habituer. D'ici 4 ans, tous les commerces de plus de 400 mètres carrés devront consacrer au moins 20% de leur surface à la vente en vrac. Des machines plus innovantes pour permettre de se servir au gramme près sont en train d'être installées et il y en a bien besoin car des efforts restent à faire dans le Nord. Zach Agili et Sébastien Boué. Dans ce supermarché, le rayon vrac rime avec casse-tête. On va retrouver quelques produits où le client, il a essayé de se servir proprement, mais on voit que c'est un produit très fin, donc ça coule. Et on retrouve ici, regardez, hop, 1 ou 2 paquets. Et le client, gentiment, je pense qu'il est allé à la balance qui est là-bas. Et il est revenu le poser ici, parce que ça lui a paru trop cher. Ces articles abandonnés seront jetés. Pour les clients, au moment de se servir au distributeur, difficile de connaître le poids des aliments. En général, je ne sais pas combien j'ai pris. Qui est 50, 60 grammes, c'est la même chose? Ouais, peu importe, de toute façon, ça sera consommé et quand j'en aurai plus, je reviendrai. Dans cette épicerie spécialisée dans le vrac, 6 balances sont mises à disposition des clients pour se rapprocher du poids souhaité. On n'achète que la quantité qu'on a besoin et éviter de faire du gaspillage derrière. Donc c'est un aspect aussi économique. La quantité dont on a besoin, mais des fois peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop, mais si dans son sachet il va en avoir un peu trop, on peut toujours remettre. Ça, il n'y a aucun problème. Remettre le surplus dans le distributeur, une solution impossible à mettre en place dans les grandes surfaces. Pour éviter le gaspillage, un nouveau distributeur vrac est en test. Ici, les clients choisissent la quantité, le prix s'affiche en temps réel, comme à la pompe, pour faire le plein de carburant. Selon la quantité que je souhaite, il faut que je continue à tourner la manivelle et en même temps, il est indiqué le prix directement. Intéressant de choisir la quantité. Bah oui, de dire bon bah voilà, je veux autant. Une innovation pour amener les consommateurs les plus réticents vers le vrac. Et que si je désire découvrir un nouveau produit, je ne prends pas le risque d'acheter un sachet de 500 grammes ou d'1 kilo qui va me coûter 10 ou 20 euros, mais je peux choisir 50 ou 100 grammes pour essayer sans risque financier et revenir si le produit me plaît. D'ici 2030,
les supermarchés de plus de 400 mètres carrés devront consacrer au moins 20% de leur surface de vente à des produits sans emballage. Et cet essor du vrac, à coup sûr, déclenchera des questions pour le 13h à vos côtés, ça on peut le penser. Bonjour Valentin Després. Bonjour Marie-Sophie, bonjour à tous. La question du jour pour le moment, elle nous est posée par Nathalie. Nathalie, elle habite à Valence, dans la Drôme. J'ai pris le TGV pour me rendre à Strasbourg, mais lorsque je suis montée dans la voiture, il y avait déjà une autre personne avec la même réservation que moi à ma place. Ma question, peut-on vendre un même billet à 2 voyageurs différents? Et que se passe-t-il s'il n'y a pas de place dans la voiture? Merci. Alors c'est vrai qu'on a souvent des témoignages de ce genre, Valentin. Est-ce qu'une même place peut être habituée à 2 personnes, attribuée 2 fois? Bien sûr que non, mais ça, vous allez voir que c'est le principe. Il y a aussi de petites subtilités. Alors déjà, regardez quand même le billet de Nathalie. TGV entre Valence et Strasbourg, voiture 17, place 717. Problème, un autre voyageur est déjà installé sur ce siège avec le même numéro, 717. Nathalie a donc dû s'asseoir ailleurs. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça quand on paye 82 € quand même le billet. Oui, effectivement. Répondons donc à Nathalie. Quelles sont les règles? Alors, il y a en effet des cas où des entreprises de transport vendent plus de billets que de sièges disponibles. On appelle ça la surréservation, le surbooking. C'est tout à fait légal. C'est très courant, notamment dans le secteur aérien, un petit peu moins dans le ferroviaire. Ça permet en tout cas d'anticiper les désistements, de s'assurer que l'avion sera plein le jour du départ. Et si finalement vous n'avez pas de place, vous êtes indemnisé. Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour Nathalie? Des billets avaient été trop vendus? Clairement, non. Sauf cas particulier, la SNCF me disait qu'elle ne pratique pas de surréservation dans les TGV. D'ailleurs, selon Nathalie, le train était loin d'être plein. Et puis, une même place numérotée ne peut pas être vendue 2 fois. Alors, que s'est-il passé? Nathalie s'est peut-être fait surprendre par la nouvelle numérotation des places dans les TGV. Oh là là, c'est-à-dire, allez-y, détaillez. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être remarqué, les numéros de places dans les TGV ont désormais changé. Oui, on en avait parlé dans le 13h, effectivement. De 2 à 3 chiffres. Le premier correspond à votre numéro de voiture dans le train. Les 2 suivants au numéro du siège. Ça évite en théorie les confusions. Exemple, place 524, ça veut dire voiture 5. Place 24, peu de chances de se tromper. Alors, en effet, dit comme cela, c'est très clair. Mais alors, pourquoi y avait-il déjà quelqu'un à la place de Nathalie? Parce que cette nouvelle numérotation n'empêche pas totalement les doublons. Je m'explique. Lorsque les TGV sont constitués de 2 rames, il y a des voitures à 2 chiffres, voiture 15, 16, 17 par exemple, eh bien elles ne sont représentées sur les billets que par le chiffre des unités. Autrement dit, que vous soyez dans la voiture 7 ou la voiture 17 comme Nathalie, votre numéro de place commence par le chiffre 7. Les 2 voitures peuvent donc proposer une place 701, 702, 703, etc. Bon, j'espère que les téléspectateurs nous suivent parce que c'est quand même bien compliqué tout ça. Moi, si je vous suis, Valentin, cela veut dire que Nathalie ou l'autre passager s'est donc trompé de voiture en pensant bien faire. Oui, tout à fait. Et comme Nathalie est absolument certaine qu'elle était bien dans la voiture 17, c'est l'autre passager qui n'était sûrement pas à la bonne place. Il était en voiture 7. Alors pour éviter ça, ce que m'expliquait la SNCF, c'est qu'il faut bien penser dans ces cas-là à regarder le numéro de voiture sur le billet. Il reste mentionné quelque part à côté du numéro de place. J'espère pas en tout petit. Ça évite ce type de malentendu. Bon, eh ben merci beaucoup Valentin pour ces précisions. On y pensera la prochaine fois qu'on voyagera. Pour nous écrire, notre adresse est toujours à votre disposition, bien sûr. Le 13H à vos côtés, @tf1.fr. Oui, si vous avez une question aussi sur les jours fériés, il y en a plusieurs qui arrivent, n'hésitez pas à nous l'envoyer, bien évidemment. Merci Valentin. Attention maintenant à ces images trompeuses. Des annonces immobilières trop belles pour être vraies. Tous ces meubles et cette décoration en fait ont été rajoutés. Cela devient un phénomène car avec l'intelligence artificielle on en voit de plus en plus. Il faut dire que peu de secteurs en fait échappent à cette envie de nous impressionner pour nous attirer. Léo Fleurance, Inès Liem et Lucas Ruche. Lorsqu'on parle d'images trop belles pour être vraies, personne ne détrônera les fast-foods. Plutôt petit, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on voit sur les affiches en général. Les plus fins, c'est un peu trompeur. Autre exemple, à en croire cette publicité, ce wrap, vendu 11 €, devrait mesurer la taille d'un avant-bras. Mais au déballage... Ça n'a rien à voir. Ah oui, il est plus petit celui-là. C'est un sport national en ce moment. Payer un peu plus cher et en avoir moins dans l'assiette. Attention également aux arnaques. Voici le micro-ondes qu'un internaute pensait recevoir. Et voici sa version miniature qu'il a bien reçue.
Pour nous en mettre plein les yeux, de manière légale cette fois, les publicitaires ont une nouvelle arme. Ça, c'est l'état actuel tel qu'il est proposé. On s'imagine quand même mieux après une interprétation générée par l'IA. Il ne faut pas le prendre pour de l'argent comptant, mais c'est très éclairant. Ajouter des images plus clinquantes, modifiées par intelligence artificielle, aux usuelles photos du logement vide. Un moyen d'attirer l'œil du locataire, dont ce photographe immobilier a fait sa spécialité. Est-ce que des fois, il y en a qui vous demandent de cacher un peu la misère aussi ou Ça m'arrive aussi, ouais, et on arrive très bien à le faire pour mettre correctement les choses en valeur. Hein. Mais on triche correctement pour pas que ce soit dénaturé par la suite. Ce local, par exemple, est vendu en l'état. Mais voici la projection réalisée grâce à l'IA. Ça permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace dans la vente. Qu'en pensent les potentiels clients? Nous leur soumettons quelques exemples. Là, ici, on voit des beaux paysages, on voit des montagnes. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit rien du tout. Hein, il y a peut-être une vue sur cour où tout est sombre. Il faut quand même que ça soit réglementé pour ne pas tromper les gens. Je trouve que ça reste un bon outil pour réussir à se projeter quand on n'a pas les capacités de faire ça tout seul. Aujourd'hui, aucune loi ne réglemente l'utilisation de l'IA dans l'immobilier. On peut embellir, on peut légèrement améliorer, mais on ne peut pas tromper. Et c'est vrai qu'avec l'IA, il est facile d'aller vers la tromperie. C'est pour ça que ça nécessite encore plus d'éthique qu'avec une photographie traditionnelle ou une retouche traditionnelle. De plus en plus de secteurs cèdent à la tentation. Sur ce site de voyage, des photos de villages alsaciens totalement fictifs, ou encore des rues bien plus fleuries que la réalité. Même en vacances, gare aux images trompeuses. Là, tout est vrai. Et c'est bien ce qui nous plaît. En Alsace, 200 autocars de notre temps nous rappellent comment on voyageait avant. Incroyable conservatoire des transports, un site unique. Certains roulent encore, comme nous le montrent Jacques-Ric Boivin et Jules Schnitzler à Wissembourg. Des calandres d'un autre âge, que dis-je, des gueules. Ces autocars ont traversé le XXe siècle, des marques aujourd'hui disparues. Saviem, Chausson, Isobloc. Dans le nord de l'Alsace, près de Wissembourg, 200 véhicules sont réunis dans un conservatoire unique en France. Les tout premiers autocars modernes d'après-guerre chez Renault. Dans ces allées, Jean Montanaro est un guide hors pair. Il connaît presque chaque boulon de ces monuments de l'histoire du transport. Quelque chose d'exceptionnel. Alors là, il n'en reste plus qu'un. C'est un autocar Chausson. Un véhicule de luxe avec un moteur à l'avant, particulièrement gourmand. C'est le dernier qui reste. Autocar Chausson 1951, carrossé par Di Rosa. C'est un moteur essence, donc avec 50 litres au 100 à peu près. On va éviter. Chaque week-end, une vingtaine de bénévoles s'affairent. Anciens conducteurs de bus ou mécaniciens à la retraite, ils ont littéralement les mains dans le cambouis. Tu vois, on a ça sur deux pistons. Leur mission, redonner la vie à ces moteurs quand c'est possible. Il y a plus de plaisir à travailler sur de l'ancien. Maintenant, c'est de l'échange standard, tandis que là, on ouvre et on répare encore. Voilà. On arrive à les sauver. Ça me rappelle mes débuts, hein, quand j'ai commencé avec des véhicules qui aujourd'hui font partie de notre collection. À la fois TGV et Caravelle, le Superbus Pathé Marconi de 1952 attire notre attention. En mai 2016, nous avions pu voyager à son bord. Il appartient au musée de l'automobile de Mulhouse, qu'il a prêté au conservatoire. À son chevet, Pierre Essel, 74 ans, dont 62 de mécanique. Quand je lui dis qu'il bricole, il me reprend. Pas bricoler, travailler. Bricoler, c'est autre chose. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de remettre des vieilles mécaniques en route. Et voici la récompense de tous leurs efforts. Ce bruit et une sensation de liberté. Quand le temps le permet, on sort ce superbe autocar, un véhicule de la Poste suisse conçu pour escalader l'école sans difficulté. À l'intérieur, ils redeviennent tous des gamins. Là, on ressent tout dans les mains. On sent ou dans les mains ou dans les pieds, on sent ce qui se passe avec la mécanique. J'ai ça dans le sang depuis tout petit. Mon fils, pareil, il a 13 ans, il commence à s'intéresser. Et on est quand même content de l'avoir pu nous faire tourner et qu'il a à nouveau une âme maintenant. Donc c'est vraiment agréable. La plupart de ces autocars leur ont été donnés par des particuliers ou des entreprises de transport. Avec 200 véhicules, c'est le manque de place qui les oblige désormais à choisir, avec à chaque fois un pincement au cœur. C'est notre patrimoine industriel, c'est le patrimoine industriel français et européen. Ce serait vraiment dommage de perdre tout ça, vraiment dommage.
L'association recherche toujours des bénévoles. Les jeunes passionnés par ce voyage dans le passé sont les bienvenus. Et venons-en au reportage inattendu de ce journal. Quand nous débarquons chez vous, à l'improviste, aujourd'hui, on découvre par hasard un élevage un peu particulier d'ânes qui jadis ont servi dans les tranchées. On tombe aussi en plein préparatif d'une fête gourmande. Nous suivons Erwan Brem, Christophe Deveau et Nicolas Forestier, quelque part en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous partons à Étolier, dans le nord de la Gironde. Un village de 1660 habitants, coincé entre les champs et les pins. Étolier est connu pour une chose, c'est la capitale de l'asperge. Ce vendredi-là, on prépare la fête annuelle de l'asperge. Patricia et Sylvie, 2 sœurs, sont venues prêter main forte. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chronométré? Non, je plaisante. Mais là, on épluche les asperges et après, on les coupe en tronçons. On est très efficace dans la joie et la bonne humeur. Tous sont bénévoles d'associations. C'est un village où il y a 1600 habitants, il y a 28 associations. C'est un village dynamique. Évidemment, tout cela se passe en chanson. Mais il y a quand même 140 kilos d'asperges à découper pour préparer l'omelette géante du dimanche. Si on a un peu mal, c'est pas grave. Demain ou après-demain, ça ira mieux. Et vous faisiez quoi dans la vie, vous? Moi, viticultrice. La terre, c'est ancré en moi, en fin de compte. Alors, puis j'aime la rigolade, j'aime bien toutes ces choses-là. C'est ça qui nous fait vivre plus longtemps. Et si tous les ans des milliers de personnes viennent assister à la fête de l'asperge, c'est bien parce qu'ici c'est une culture traditionnelle. On nous a d'ailleurs conseillé d'aller voir Monsieur Sierré, un petit producteur du village. Vous êtes agriculteur depuis combien de temps, vous? Depuis l'âge de 20 ans. Les asperges, c'est tout ce champ-là. Les bulles sont faites et elles sont à l'abri sous les bâches en nylon. Christophe va nous montrer comment il cueille ses asperges avec cet outil particulier, une gouge. Il faut un sable très fin, meublé, bien enrichi, une terre noire. Il faut mettre du fumier, de l'engrais. Étolier, c'est un coin qui est très froid et ça gèle de bonne heure. Ça gèle une fois les asperges, mais on peut récolter 2 jours après. Des asperges, mais pas seulement. On nous a indiqué un lieu à part à Étolier. À côté de cette ancienne laiterie du 19e, une guinguette et un grand élevage d'animaux miniatures. On y trouve des ânes américains, une espèce qui a presque disparu en France. Ce sont des ânes qui ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées et qui accompagnaient les soldats. Et ils étaient très très fidèles, très courageux. Et c'est des ânes très 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 sociables, on fait du super boulot avec. Car les ânes d'Estelle, tout comme ces chèvres, sont utilisés auprès de personnes âgées ou handicapées. Tout l'objectif de ce lieu qui apporte du réconfort à ceux qui le côtoient. Et de la ferme au marché, qui sera le plus beau? On vous révèle depuis hier les 24 candidats de notre concours cette année. Voici celui de Sainte-Anne en Guadeloupe. Il représente les Antilles et la Guyane. Alors pour lui, un cadre idyllique. Il a lieu tous les jours le long de la plage. Première fois qu'il participe. Pour voter, eh bien, vous utilisez le QR code à l'écran ou bien vous vous rendez sur notre site votreplusbeaumarché.fr. Un mot de la bourse à présent. Elle est en légère baisse, vous le voyez, moins 0,25%. Ce soir à 20h, ce sera le journal de Gilles Boulot. Je vous laisse avec Evelyne Delia pour la météo. Très bon après-midi à toutes et à tous et à demain, 13h.